Et nous sommes de retour au plateau pour la suite. Ces dernières parties de cette émission, nous abordons notre quatrième sujet. Nous revenons au Togo, élections législatives et régionales, au plus tard à la fin du premier 24. C'est donc officiel. Les élections prévues pour lieu, elles auront plutôt lieu à la fin du premier au plus tard. Une annonce qui peut-être vient si entre-temps attendait qu'un calendrier fixe soit donné sur la tenue de ces éléments pour la fin de cette année, surtout au moment où les députés arrivent leur mandat à la fin de cette année. Le flou est finalement disciplinaire et législative auront lieu au Togo à la fin du premier Open 24 Credo. Oui, il faut le dire que c'est l'une des décisions du dernier samedi dernier, où au niveau de le chef de l'État a donné des instructions afin que toute la machine soit mise en branle pour la tenue des élections régionales et législatives au plus tard fin du premier trimestre. Notamment au plus tard fin mars 2024. Donc je crois que cela est de bonne guerre. De bonne guerre parce que l'actuelle législature devrait normalement prendre fin au mois de décembre. On devrait être dans l'euphorie ou bien dans la fougue de renouveler le Parlement, les députés qui avaient été élus au mois de truc là, mais ça n'a pas pu. Mais ce n'est que, heureusement, ce n'est que, disons, un délai de 3 mois qui va permettre à ce que la CENI puisse se mettre à jour rapidement et organiser des élections que nous voulons, des élections assez justes et équitables qui pourront permettre aux formations politiques de s'éprouver sur le terrain politique pour essayer de dégager des voix. Donc il faut encourager le gouvernement. Et nous ne devons pas perdre de vue aussi que les élections l'organisation des élections incombe à la CENI avec l'appui du gouvernement. Donc ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, c'est la CENI qui est aujourd'hui mise en place, qui est toujours là. Et pas plus tard que ce matin, j'ai fait un tour dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante. Donc ils ont pris la mesure de la chose et ils s'activent. La semaine prochaine, je crois que des chantiers seront ouverts. Et avec, disons, le rendu de la copie de l'audit du fichier électoral par l'OIF, cela vient conforter, disons, la fiabilité de ce fichier qui va permettre à la CENI d'organiser les élections régionales et législatives. Il faut saluer, disons, l'engagement du gouvernement, du chef de l'État. Un deadline a été fixé. La CENI doit se mettre sur les rails pour essayer de faire les élections d'ici fin mars 2024. C'est une bonne chose, c'est une bonne leçon. Et nous allons voir encore les politiques qui vont déserter les réseaux sociaux, les radios pour aller sur le vrai terrain politique, pour aller chercher des voix. Donc c'est là où nous devons les voir parce qu'ils vont sortir, ils devront sortir avec des programmes de société pour pouvoir convaincre, disons, les électeurs, les 4 millions et quelques d'électeurs pour essayer d'avoir le maximum de voix pour envisager avoir le maximum de sièges du côté du Parlement. Alors, Rodrigue Aïgo, au moins on a une idée claire maintenant de la tenue de ces élections. Le deadline, c'est fin du premier trimestre 2024, contrairement à ce qui avait été annoncé. On espérait que ces élections devraient pouvoir se tenir à la fin de cette année. Au moins, on a une idée, comme je le disais. C'est parti pour 2024, au plus tard, fin mars. Vivement que cette étape cauchemardesque-là puisse disparaître dans le vécu du Togolais. Parce que cette législature qu'on a là, c'est sous elle qu'on a voté les lois les plus liberticides possibles, qui violent les normes et standards internationaux. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y a des recommandations des rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont pointé du doigt des anomalies. Et quand vous avez une assemblée dans laquelle on vote ce genre de loi, c'est suicidaire pour un pays qui veut évoluer, c'est suicidaire pour un pays qui veut se développer. Et comme les gens n'ont pas l'habitude de sortir par la grande porte, vous voyez tout le spectacle qui se joue autour de cette histoire de rapport Covid publié par la Cour des comptes. Donc c'est une période assez cauchemardesque qui doit vite disparaître. Maintenant, le défi, ce n'est pas la fixation d'une période pour la tenue des élections. C'est la qualité des élections à organiser. Et la question, je parle de la qualité. La qualité, ce n'est pas une affaire de délai.
Ah, donc si on Parce dit que que la les qualité, élections sont reportées à 2026, non, c'est une question de, vous aurez tenu le même c'est discours. une question de non, c'est une question de volonté. Parce que si la volonté d'organiser des élections propres y était, même en décembre, on peut les organiser. Même en décembre, on peut les organiser. Moi, je vous parie qu'il y en a qui vont crier que décembre Non, c'est trop c'est proche. pour ça que je dis, si la Parce que ça ne volonté- donnerait pas justement de garantie de Non, d'élection oui, propre, justement, comme vous dites. je vais vous dire ce que je mets dans volonté. Ok. La volonté, c'est la mise en place des conditions optimales d'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes et puis inclusives. Et ça passe par l'efficacité ou la fiabilité du fichier électoral. Vous avez lu le communiqué de l'OIF, De l'OIF, oui. le communiqué de mise au point de l'OIF, vous Oui, allez sa comprendre mise que au point, derrière fiabilité, il y a des quoi qu'il y a des anomalies. Nous avons vu lors de l'enrôlement des électeurs, on a circulé, moi personnellement, j'ai circulé dans des bureaux ici, à Lomé et à l'intérieur du pays. Dans les zones, on a vu le travail à géométrie variable qui a été fait par la CENI. Ça n'inspire pas confiance. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens ici au pays ou à Lomé qui n'ont pas leur nom dans ce fichier dit fiable par l'OIF? Pas parce qu'ils ont décidé de ne pas avoir leur nom, mais tout simplement parce que les machines ou bien le matériel qui a été déployé lors de l'enrôlement, il y a des kits vétustes qui ont été déployés. Et justement, des kits l'OIF constamment s'est dédouané en en panne. disant que le Non, travail c'est pour qu'on ça lui a que je dis, confié, c'est d'auditer le c'est fichier, pour ça pas que de moi, revenir sur les conditions c'est du pour ça recensement. que cette histoire de fiabilité de fichier est un non-événement à mon niveau. Je ne commande pas ça. C'est pour ça que je vous ressors des éléments factuels Mais pour vous dire heureusement que vous dites que c'est à votre niveau. Pour vous dire que le défi, ce n'est pas un délai, mais le défi, c'est la qualité des élections à organiser. Et la qualité des élections repose sur le travail à faire pour instaurer un climat vivable pour tous, un climat qui rende inclusif la participation citoyenne à ces joutes électorales qui s'annoncent. Et ce travail-là, c'est un travail qui doit prendre en compte ou respecter le droit du citoyen togolais d'avoir son nom dans le fichier électoral. Si on était conséquent, lorsque ces pannes ont été constatées et que la CENI elle-même a publié un communiqué là-dessus et qu'en Conseil des ministres, on a reconnu qu'il y a des anomalies. S'il n'y a pas des visées électoralistes, il n'y a pas d'autres attitudes de kleptomanie électorale bien programmées, on peut permettre un délai parce qu'on a couru. Et au fiche, maintenant, on a 3 mois. Et c'est à cause d'un délai qu'on n'avait pas, qu'on a évité d'enrôler des gens qui se sont rendus massivement dans les centres pour se faire inscrire. Alors, où allons-nous? Parce qu'on a dit qu'il y avait le délai à respecter. On ne peut pas enrôler tout le monde. On a largué des kits hémiplégiques et tétraplégiques sur le terrain. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on a 3 mois. Pour faire quoi? 3 mois. On va naviguer à vue. 3 mois. Pour faire quoi? Non, 3 mois pour aller aux élections. Oui, c'est ce que je dis. Sur la base de quel fichier? Non, dans 3 mois, nous deux, nous irons voter. On a mis sur le carreau, on a mis sur le carreau des gens qui constituent de potentielles voix pour, par exemple, pour Rodrigue, par exemple, qui, lorsqu'il serait candidat en mesure, non, mais je comprends mieux, je comprends mieux les choses. Je suis citoyen, lorsque je comprends mieux les choses. Ce n'est pas gratuitement qu'il s'est habillé comme Guillaume Soro, son idole. Je ne suis candidat à rien. Je ne le suis ni aujourd'hui. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Lorsque je serai en l'instant. mesure de l'être, je le dirai. Ok, d'accord. C'est très important ce que je dis là et nous en sommes tous conscients. Vous allez voir que à la suite de ça, la conférence des évêques du Togo a effectué une sortie pour appeler tous les acteurs à s'accorder, à faire un travail de fond. Parce que je l'ai dit, ça ce sont de petits couacs qui ne constituent pas des comportements qui promeuvent le vivre ensemble, la cohésion sociale ou la paix qu'on veut décréter ou qu'on décrète. Non. Okay. Donc c'est très important qu'on comprenne que le défi, ça je pèse bien mes mots là-dessus, ce n'est pas c'est la qualité, ce n'est pas le délai, Merci c'est la qualité. Beaucoup. Merci beaucoup. Et il faut, dans ce délai, j'ose croire qu'on va comprendre comment dirais-je, les appels. Vous avez vu, l'ANC a effectué une sortie pour pointer du doigt le fichier électoral. Vous avez vu la DMP qui est sortie pour rappeler l'OIF à l'ordre par rapport à son annonce qu'on a relayé sur les médias comme un trophée de guerre, alors qu'en toute sincérité, il n'en est rien du tout. Donc, relevons le bon défi.
pas le délai. Ce n'est pas la question de délai. Je serais content qu'en Conseil des ministres, qu'on nous dise qu'on a constaté que sur plus de 8 millions d'habitants, il n'y a que 4 millions inscrits. Parce que là aussi, c'est un problème. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que plus de 4 millions de Togolais ont en bas de 18 ans. On ne peut pas nous le dire aujourd'hui. Parce que c'est ce qui ressort de ce fichier-là, qui comptabilise 4 millions d'électeurs environ. Parce qu'on ne peut pas être 8 millions. Le taux de jeunes au Togo, on connaît ce taux. Ça ne fait pas la moitié. En tout cas, on ne nous a pas dit que ça fait la moitié de la population togolaise. Donc, c'est très important qu'on relève le défi de la qualité des élections. Vous avez vu, au Libéria, Georges Weah l'a fait. C'est pas sorcier. On peut le faire aussi. Laissons les petits calculs politiques. Pensons aux générations futures. Ce que nous voulons léguer aux générations futures, pensons à ça. Parce qu'il n'y a pas que les enfants de Rodrigue qui ont besoin d'un avenir radieux. Il y a aussi les enfants de Credo, il y a aussi les enfants d'Ibrahim, il y a aussi les enfants de Guillaume, il y a les enfants de tout le monde. Donc pensons à ça. Laissons les petits calculs. Comme les gens le font dans leur pays, nous le condamnons. Nous devons avoir le courage de condamner ces anomalies-là qui se produisent chez nous aussi. Je ne serai pas donneur de leçons aux autres, mais je prends mon balai, je veux que ce balai-là balaie ma chambre avant d'aller dans la cour du voisin. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aego. Ibrahim Acha, les élections régionales et législatives auront lieu au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. C'est l'information principale à débattre au cours de cette émission. Oui, c'est une information qui vient d'être donnée. Je pense que les Togolais sont maintenant fixés, puisque de par le passé, il y a des formations politiques qui disaient que le processus est conduit en catimini et on cache beaucoup de choses à l'opposition. Mais je pense que avec l'annonce qui vient d'être faite, tout le monde est fixé. Donc il n'y a plus question de dire que le processus est conduit en catimini ou bien on fait tout pour prendre au dépourvu les adversaires politiques. Je pense que cette idée est à écarter. Et bon, maintenant, et c'est vrai, on nous annonce que jusqu'à fin mars, si tout va bien, les élections vont se tenir. Mais la question que je me pose pendant ce temps, c'est vrai, on parle de continuité. L'Assemblée nationale va toujours continuer par travailler jusqu'à ce qu'on ne mette en place une nouvelle Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est bien qu'un État n'arrive pas de temps en temps à organiser les élections à temps réel? Puisque si je prends un peu, en 2013, ce fut le cas. Et est-ce qu'on ne peut pas apprendre de nos erreurs et à un moment donné aller vers la qualité? Quand on parle des élections, c'est vrai, on va l'organiser. Rodrigue évoquait le côté qualité. Bien évidemment, je vois qu'il y a cette volonté au niveau des autorités togolaises d'organiser une élection libre, transparente et une élection inclusive qui puisse amener vers des élus du peuple qui tirent leur légitimité de la base, c'est-à-dire des populations togolaises. Je ne veux pas revenir sur les élections de 2018. Vous savez, les gens sont allés même jusqu'à taxer leurs collègues députés de buveurs de lait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la gravité de cette déclaration et comment on entache les élus du peuple, ceux-là qui votent nos lois de la République. Donc, nous souhaiterons que vraiment la qualité y ait et en même temps, le côté inclusif. Parce que vous n'êtes sans savoir, tout récemment, il y a des formations politiques de l'opposition qui ont déclaré, et c'est des faits que des gens ont pu vérifier, qui sont allés dans certaines régions, ils n'ont pas pu tenir leur meeting, ça a été empêché. Dans ce climat, on ne peut pas aller vers une élection inclusive. Donc vivement que travail se fasse et que cette volonté affichée par les autorités togolaises puisse être matérialisée sur le terrain et que tous les candidats puissent avoir cette possibilité de tenir les meetings là où ils veulent, de sillonner tous les territoires, et c'est que du côté sécuritaire, les autorités travaillent sur ce plan pour que vraiment les potentiels candidats puissent vraiment circuler, puissent aller donner leur message et tout ça. C'est à la suite de tout ceci que nous aurons des élections libres, transparentes et surtout acceptables par tous. Parce que si... Acceptable et accepté. Voilà, acceptable par tous et accepté, bien évidemment. Et donc, s'il n'y a pas ces paramètres-là, nous allons encore peut-être reprendre avec une Assemblée nationale qui ne va pas inspirer confiance à la population. Et là, vraiment, c'est un danger. Et la plupart du temps, quand vous voyez un peu ce qui se passe dans tous les pays
en Afrique francophone et sous d'autres cieux. Ce sont des frustrations comme ça qui font souvent planer des risques énormes sur les États. Et nous souhaiterons qu'on n'aille pas sur cet aspect. Merci. Et je précise que vous voyez comment le travail qui est fait en interne par rapport à la confiance, par rapport à ce que tous les Togolais puissent se retrouver. Il y a le volet développement où nous voyons des actions qui se multiplient pour aller vers l'inclusion financière, pour aller vers l'inclusion sociale. Donc si au niveau de la politique, on allait vers une inclusion politique, c'est-à-dire qu'on accepte tous les Togolais, que ce soit des tendances vraiment variées ou bien de tous bords, à pouvoir aussi travailler, à construire le pays. Je pense qu'on aurait reçu le pari d'avoir mis en place une société forte, une société qui est unie et vers ce que nous appelons une nation. Parce que les gens, dorénavant, vont se déterminer par rapport à leur appartenance au Togo, à leur amour pour la patrie et à leur sens élevé de l'intérêt public. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Acha. Alors, je reviens à vous. Rodrigue, vous disiez tout à l'heure que l'important pour vous, ce n'est pas le délai, mais plutôt la qualité des élections prochaines. Que faut-il faire pour que la qualité y soit? Aujourd'hui, que faut-il faire? On a encore, disons, 4 mois, puisqu'il y a décembre, jusqu'à mars, maximum 4 mois pour organiser ces élections. Que faut-il faire? Dans un premier temps, Ibrahim l'a dit tout à l'heure, le terrain n'est pas accessible à tous les acteurs. Aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois autour de ce plateau, il y a des organisations de la société civile qui ne peuvent pas organiser de simples réunions, de petites réunions. Et pourtant, nous sommes tous des Togolais. Et à côté, d'autres en organisent. Il y a des organisations qui ont été enregistrées au niveau de l'administration territoriale. Et vous savez là, quand on vous donne un numéro d'enregistrement, on vous dit, vous pouvez aller travailler. Mais il y a des projets financés par des partenaires au développement du Togo qui sont empêchés aujourd'hui, tout simplement parce qu'on estime que ceux qui sont à la tête de ces organisations, qui sont enregistrés entre-temps, sont en train d'exercer illégalement. Comment peut-on prôner la cohésion sociale avec ce genre de comportement qui prône l'exclusion? Que faut-il faire? Il faut rendre accessible le terrain à tous les Togolais. Le Togo, c'est de Lomé à Saint-Cassé. Entre-temps, un ministre avait dit que les gens du Nord ne sont pas intéressés par les meetings. Ce sont des aberrations, ce sont des insultes à l'endroit de l'intérêt. Non, c'est pour ça que je dis, il faut, dans un premier temps, rendre accessible le terrain à tout le monde. À part cela. Laissez les gens travailler. Personne ne va aller... Vous savez, les Togolais sont bien éduqués. Hein. Les Togolais ne vont pas aller trouver des forces extérieures pour venir attaquer ce pays. Non, les Togolais s'aiment. Les Togolais, oui, ils s'aiment. Moi, personnellement, je l'ai dit ici plusieurs fois. Je suis allé à Dapaon pour aller rencontrer mes amis défenseurs des droits humains. Le préfet a envoyé une cohorte de gendarmes venir me prendre pour aller pour m'emmener chez lui au bureau, pour me demander ce que je cherche à Dapaon. Vous comprenez? Je ne suis pas... j'ai la nationalité togolaise. Je suis né au Togo. Je suis bien connu ici. Et je travaille pour le développement de mon pays. Vous savez ce qu'il m'a recommandé? De retourner à Lomé, que la prochaine fois, si je veux revenir à Dapaon, d'adresser une lettre de demande d'autorisation au ministre de l'administration territoriale, au ministre de la sécurité, pour leur dire que je demande l'autorisation d'aller à Dapaon. Vous comprenez ça? C'est assez fort, c'est assez dangereux pour ce pays. On doit travailler à mettre fin à ces caprices-là qui ne nous permettent pas de nous sentir togolais, parce que l'exclusion, on doit y mettre fin. L'autre côté, réfléchir, quand je reprends la Constitution, il y a bien sûr, et je prends le code électoral, il y a des canaux normalement en dehors des audiences foraines d'enrôlement qui doivent permettre aux citoyens qui n'ont pas pu le faire, d'aller le faire. Qu'on ouvre ces canaux-là pour permettre aux Togolais d'aller se faire enregistrer. Parce que vous savez, c'est un devoir pour le Togolais de choisir son dirigeant. Et donc, il faut ouvrir ces canaux-là et permettre aux Togolais d'aller. L'aspect sécuritaire est très, très important et il faut y veiller. Il faut retourner. L'inclusion, c'est aussi comment dirais-je, la disponibilité à recueillir les avis des uns et des autres. On dit que c'est la CENI qui organise, certes. C'est quoi la composition de la CENI aujourd'hui? Il faut voir cette composition-là. Pensons au Togo, ne pensons pas parti politique, etc. C'est là où les gens réussissent. Maintenant, quand vous prenez un pays comme la France,
chaque député est élu avec 125 000 voix. Mais prenez le Togo. Le nombre de voix requis pour élire un député dans le Grand Lomé est doublement supérieur au nombre de voix qu'il faut pour élire un député au nord. Et ça, ce sont des éléments d'exclusion et de manque de considération à l'endroit des citoyens que nous sommes. Il faut franchement être sincère, je le dis, penser au Togo. Ne pensons pas parti politique, pensons Togo. Quand on pense Togo, tout ce qu'on va mettre en place sera pour faire grandir ce petit pays de 56 600 km², moins même parce qu'il y a l'érosion côtière. Construire ce pays pour en faire la Suisse d'Afrique que les penseurs, que les visionnaires ont voulu de ce pays. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aego. Ibrahim Acha, que faut-il faire, parce que vous l'avez évoqué aussi, la qualité des élections, que faut-il faire pour la garantir pour les citoyens? Non, je pense que j'ai parlé de la liberté de circulation des potentiels candidats. Donc, ils peuvent aller partout, aller battre campagne, éventuellement, faire connaître leur projet politique à tout le monde. Je pense que si on garantit cela, c'est déjà un aspect d'inclusion très, 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 très important. Et par rapport aussi à la qualité, il y a déjà un pas qualitatif qui a été mené. Parce que le fait d'appeler même des experts de l'OIF pour venir éditer un fichier électoral qui ne faisait pas l'unanimité au niveau de la classe politique, j'estime que c'est déjà une bonne foi qu'on affiche. Sauf que ce taudis aussi n'a pas suscité l'adhésion de tout le monde. Mais vous savez que l'OIF a été clair. L'OIF n'est pas venu pour auditer le processus électoral. Mais il y a déjà un fichier qui a été conçu, qui est là, et on a appelé les experts à venir auditer cela. Donc, l'audit, vous savez, c'est beaucoup plus opérationnel. Ce n'est pas pour voir si entre-temps il y a eu fraude ou pas. Non. Ils n'ont pas ces informations. Mais quand vous êtes un expert, un statisticien, et qu'on vous donne un fichier électoral, le serveur est là au point de vue technique et tout ça, là, et vous voyez un peu comment les choses se font. Et le dernier recensement de la population et de l'habitat aussi est là comme élément pour pouvoir faire une comparaison. Je pense que l'OIF, les experts ont compris que sur le plan technique, les choses sont en tout cas à féliciter. Et bon, il reste maintenant au niveau interne de voir, puisque si tout va bien jusqu'en mars, si les élections doivent se tenir en mars, le fichier aurait déjà fait 6 mois. Oui. Ou bien. Et plus que cela. Voilà, donc il faut aussi en même temps penser à la suite à donner. La suite à donner à cela. Après. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Credo, vous n'avez pas évoqué la qualité des élections, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a déjà des choses qui pourraient rassurer peut-être Rodrigue ou Ibrahim, ou que faut-il faire pour rassurer les Togolais quant à la qualité et la transparence des prochaines élections? On n'a pas besoin d'être rassuré. Peut-être que Credo a des choses pour vous rassurer. Non, mais moi je dirais en introduction que je ne ferai pas d'homélie politique, je ne ferai pas de récitation politique. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à une élection? Le soubassement, c'est le fichier électoral. Et aujourd'hui, le recensement a été fait, un petit dépouillement a été fait également au niveau de la CENI avant que les acteurs politiques réunis au sein de ce cadre national demandent à ce que l'audit soit une actualité, que l'OIF vienne auditer le fichier électoral. C'est vrai, lorsqu'on fait un recensement électoral, le délai qui est donné, ça ne peut pas permettre à ce que tous les citoyens puissent s'enregistrer. Nous avons été également témoins de l'inefficacité de certains kits dans certains milieux. Mais cela avait même amené la CENI à faire des rallonges à un certain moment. Maintenant, quand on fait les rallonges, il faut voir, pour s'inscrire sur un fichier électoral, donc il faut également des conditionnalités. Est-ce que la plupart des Togolais ont rempli ces conditionnalités? Je ne suis pas en train d'occulter que dans des zones que des kits n'aient pas répondu. Donc nous tous, nous avons vu que à des niveaux, les kits n'ont pas été à l'ordre du jour. Ça n'a pas permis la célérité du recensement.
Mais aujourd'hui que le fichier est assez fiable, donc il revient à la CENI dans un processus d'organisation des élections de dérouler les autres tapis qui permettront à ce que tous les partis politiques puissent notamment agir sur le terrain de façon libre et que c'est l'action sur le terrain, l'action politique sur le terrain répondra obligatoirement à des conditions qui devront être remplies par ces hommes politiques pour descendre sur le terrain. Donc, il y a les déclarations qui se font. Et un parti politique sérieux qui voudrait aller sur le terrain devra avoir un agenda et déclarer que dans telle zone, nous allons faire des meetings et autres là. Et nous sommes là lorsque la société civile est là, lorsqu'un parti politique dans ce processus sera empêché ou bien un candidat sera empêché d'accomplir son travail devant aboutir en griffe à son élection aux législatives ou bien au régional, nous reviendrons sur ce plateau relever les insuffisances. Maintenant, il est question que la CENI, qui a eu le plein pouvoir, et la CENI, il faut dire, la CENI n'est pas gouvernementale. La CENI regroupe des membres, des gens qui viennent du gouvernement, de la société civile et des partis politiques, même des partis qui sont au Parlement. Oui. Donc on ne dira pas que certains n'y sont pas, donc la CENI là n'est pas légitime. Donc il faut qu'on quitte ce terrain-là. C'est pourquoi je dis, je ne ferai pas de la récitation politique, parce que j'estime que c'est de la récitation politique. On ne tire pas les conséquences de nos insuffisances pour essayer de corriger le présent, pour déboucher sur le lendemain ou bien sur le futur. Donc aujourd'hui, c'est la CENI qui a le grand rôle à jouer. Les acteurs qui sont là au niveau de la CENI doivent se démultiplier pour permettre à tous les candidats déclarés de vaquer librement à leurs activités politiques sur le terrain, quitte à ce que le jeu soit assez sain pour arriver à des élections pas seulement justes, pas seulement transparentes, mais des élections équitables, où nous tous, nous allons nous reconnaître dans les résultats qui vont être programmés. Donc la responsabilité importe beaucoup plus aux acteurs qui sont au niveau de la CENI. Ils ont un rôle à jouer. Et il nous souvient également que dans toute action politique, il y a toujours des gens qui sont là parce que eux, ils n'arrivent pas à jouer le rôle de métronome, qui diront toujours que ce n'est pas bien parce qu'ils n'ont pas la chance ou bien ils se sont endormis un temps soit peu sur le chemin politique. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Le temps est contre nous. On va rapidement faire un dernier tour pour un mot de fin. Très rapidement, Rodrigue. Ben, comme je le dis, je vais lancer un appel à tous les acteurs. Pensons Togo. Ne pensons pas parti politique. Ne pensons pas, nous trompons pas. Personne n'a laissé le Togo en héritage à personne. Le Togo appartient à tout le monde et nous avons le droit d'y vivre en paix. Pas dans une paix décrétée, non. Que chacun puisse se comporter de manière à produire la paix et la cohésion sociale, la vraie. Pas frélatée, celle frélatée, non. Rodrigue Aego, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ibrahim Acha, vos mots de fin. Non, c'est pour dire que nous avons un pays et que nous tous nous aimons, et ne multiplions pas des actes qui vont créer des conflits, qui vont créer des crises inutiles. Et tous ceux qui sont dans cette procédure, je pense qu'ils doivent revoir leur copie et faire en sorte que les Togolais s'aiment, que personne ne soit dans un milieu et pense que telle personne m'a brisé. Il a brisé mon avenir, il a brisé l'avenir de quelqu'un, il a usé de certaines, comme on le dit, certaines positions données dans la société pour pouvoir écraser les autres. Vous savez, le revers de la médaille, ça existe. Les gens doivent savoir que Dieu est là, Dieu suit tout le monde. Si tu te comportes mal, tu auras l'effet boomerang. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Acha. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et vous remercie. Je termine avec vous, Crédit TT. Oui, non, mais moi je voudrais saluer l'habillement de mon cher ami Rodrigue. Donc vous avez vu qu'il s'est habillé comme Guillaume Soro. Donc il a adopté les postures sur ce plateau. Donc ça c'est juste pour le taquiner. Mais je voudrais continuer toujours par avoir une pieuse pensée pour nos confrères Loïc Lawson et Anani Sossou qui sont dans les lieux de la détention. Leur place, ce n'est pas là-bas. Avec tout ce qu'on peut leur reprocher, nous
devons, en tant qu'acteurs de la presse, mutualiser nos efforts pour les sortir de ce trou. Et nous devons, j'en appelle également à ce que, au sein de notre milieu de la presse, qu'on cesse l'hypocrisie, qu'on promeuve les valeurs de responsabilité sociale et de vérité. Si je n'ai pas bien fait, que Rodrigue ait le courage de me dire, Credo, tu l'as pas bien fait. Si Acha n'a pas bien fait, que j'ai également le courage de le dire. Et les journalistes, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes aussi des hommes faibles, nous sommes des fautifs. Donc, pensée positive à nos confrères Loïc Lawson et Anani Sossou. Nous espérons et nous prions pour qu'ils sortent de ce pétrin et que des gens qui ont des mauvaises langues, qui iront leur raconter des choses sur leurs confrères, nous leur disons de faire très attention. La période est assez sensible et portons-les en prière. Si ce que je peux faire, ou bien si je peux faire quelque chose qui peut aider mon prochain, que je le fasse. Mais si c'est pour l'enfoncer, ne le faisons pas. Merci et vivement beaucoup. que nos confrères retrouvent la liberté et que nous faisions de l'éthique et de la déontologie notre bréviaire et que nous soyons également responsables de nos écrits. Merci. Credo Tété, vous êtes journaliste au journal Le Médium. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de ce programme du soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.